Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc vous avez sur le partage d'écran les éléments de diaporama euh, pour présenter le projet. Donc une petite diapo pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas une connaissance précise de ce qu'est l'Agence régionale de la biodiversité, pour vous indiquer que c'est un établissement public qui a été créé il y a 5 ans maintenant à l'initiative conjointe de l'État et de la région, avec l'objectif, hein, ces 22 structures membres, que cela représente une communauté d'acteurs unis pour coopérer, travailler en faveur de la biodiversité. Donc, ces 22 structures membres travaillent en mode collaboratif à la conception de dispositifs, d'outils, pour que les projets soient partagés et utilisés par tous. Et l'idée, c'est évidemment que l'Agence régionale de la biodiversité ne se substitue pas aux acteurs régionaux qui préexistaient. Donc, on est sur un positionnement, sur des axes de travail qui avaient besoin d'être renforcés. Donc, le rôle, c'est à la fois d'être le portail d'entrée sur la biodiversité, c'est notamment la création du portail numérique qui a apporté une pierre importante à cet axe-là. Mais c'est aussi de faciliter l'action, de donner envie d'agir avec tout le volet animation territoriale, d'apporter des solutions concrètes et cohérentes, montrer le champ des possibles, et puis orienter vers les bons interlocuteurs sur le territoire. Donc vous voyez là sur la diapo les 4 axes de travail, tout le volet connaissance, observation de la biodiversité, partage de cette connaissance. Le deuxième axe, c'est le volet sensibilisation, formation, communication sur la biodiversité. Le troisième, l'accompagnement des acteurs que j'ai évoqué à l'instant. Et le quatrième, évidemment, de faire vivre ce collectif des 22 structures membres. Donc, vous voyez à travers le schéma du conseil d'administration qu'ils sont issus d'horizons très diversifiés, ce qui en fait tout l'intérêt. Vous retrouvez sur la partie haute du schéma l'État, les organismes publics, bien sûr, les associations naturalistes, évidemment aussi. Quand on redescend, un organisme de recherche, qui est l'INRAE, les collectivités qui sont représentées avec différentes strates de collectivités, et puis ce qui est appelé usagers, secteur socio-économique, qui est très diversifié, où on va retrouver la Chambre régionale d'agriculture, le CNPF, pardon, la Fédération des chasseurs, les fédérations de pêche, et puis la Chambre de commerce et d'industrie. Le projet qui nous rassemble, vous souvenez effectivement, c'est présenté dans le document, de rappel du contexte. On a chaque année au sein de l'ARB avec l'ensemble des membres un séminaire interne. L'idée, c'est de pouvoir définir collectivement la façon dont on veut aborder et travailler sur un thème majeur. Évidemment, l'agriculture, vous vous en doutez, est venue rapidement du fait tout simplement de la composante de notre territoire régional, hein, puisque près des 2 tiers de la région est couverte par une activité agricole. Et donc l'idée, c'était une vision avant que tout ce travail ne soit conduit, d'avoir un projet volontariste sur la réintégration de la biodiversité en secteur agricole, avec le souhait que ce projet soit porté par l'agence du fait de son caractère fédérateur et de la diversité de ses membres. Donc voilà, à l'issue de ce séminaire, la façon dont les choses ont été définies. Et le pourquoi de cette démarche, le constat effectivement est qu'il y a, y compris en Centre-Val de Loire, un déclin massif de la biodiversité. On n'est pas un territoire à part quand on regarde les statistiques nationales, et que ce déclin, il s'observe notamment sur les zones agricoles. Le deuxième point, c'était la volonté partagée de tester des solutions, parce qu'il existe des travaux conduits sur d'autres zones géographiques, mais du coup avec des données de sol, de production différentes. Donc l'idée, c'est vraiment de tester en Centre-Val de Loire à une échelle cohérente, de façon à voir l'effet que tout ça a sur la biodiversité. Et puis, le projet, c'est également d'avoir une approche transversale à la croisée des acteurs et des thématiques. Donc, vous le voyez bien avec cette entrée et biodiversité et agriculture, mais on va aller un petit peu plus loin également sur le volet sociologique. Donc, les partenaires actuels, ce sont des membres de l'ARB, et évidemment, ce collectif sera élargi aux partenaires locaux une fois le secteur géographique identifié. Diapo suivante.
dans les grandes lignes, le projet aujourd'hui, avec les petits, enfin les moments de définition un peu plus fine des choses, on peut le qualifier ainsi, c'est d'accompagner jusqu'en 2031 un territoire de plaine agricole volontaire pour améliorer la biodiversité en préservant la viabilité agricole. Donc, quelles en sont les composantes? L'idée, c'est vraiment que ce soit un projet démonstratif et reproductible qui serve de référence et qui puisse ensuite être déployé sur le territoire du centre Val-de-Loire. Une zone de pédagogie, par exemple. Deuxième point important, c'est le volet évaluation de la prise de risque économique des agriculteurs, avec le fait d'étudier la faisabilité d'une caisse de sécurisation, pardon. Ce sont des choses qui se sont faites, mais pas globalement en France. Il y a un exemple sur le nord de l'Italie, en Vénétie, qui est intéressant parce qu'il a très bien fonctionné, mais on est dans un espace de maïsiculture, donc on est sur, on va dire, quelque chose qui ressemble pas à notre propre territoire. Donc l'idée, c'est de voir comment ça a fonctionné, si l'équivalent pourrait être mis en place. Le troisième volet, c'est évidemment d'avoir un suivi fin de l'incidence des pratiques, donc des suivis, on peut qualifier de suivi scientifique, à la fois sur le champ biodiversité, mais aussi sur la question des rendements, des revenus agricoles. Le projet consiste également à jouer sur plusieurs leviers, puisque le maintien, voire le renforcement des infrastructures agroécologiques paraît être un volet important, mais également les pratiques culturales. Donc, on voit toute la diversité des leviers, donc il faudra pouvoir faire la part des choses entre ce qui a un effet et ce qui en a moins. Et puis, l'idée, c'est aussi d'aller sur un volet sociologique, voire sur la santé des agriculteurs, et tout ça reste à définir avec le collectif qui sera retenu. Donc, avec qui et quels engagements? Ce qu'on appelle collectif d'agriculteurs, c'est effectivement un groupe d'agriculteurs engagés qui vont être et informés et associés aux réflexions. Et donc, ce collectif sera les principaux acteurs puisqu'ils mettront en place sur leurs exploitations les orientations qui vont être définies collectivement. Vous voyez, aujourd'hui, on a une intention, on a un cadre, mais les choses vont être précisées avec le collectif qui sera retenu. Donc, quels sont les engagements et les bénéfices? Donc, les agriculteurs qui s'engageront sur la durée devront permettre la réalisation de suivi sur leurs exploitations. Évidemment, également fournir des données nécessaires à toutes les analyses technico-économiques. Ils devront s'investir dans la co-construction, la mise en œuvre des pratiques favorables à la biodiversité. Donc là, il y a des choix à opérer ensemble. Et puis l'idée, c'est évidemment que le retour d'expérience qui sera le leur puisse servir ensuite et soit partagé. Sur le volet contrepartie, les agriculteurs bénéficieront d'un accompagnement individuel et collectif assuré par l'animateur du projet et les partenaires, de l'expertise d'un conseiller agronome, d'un appui à la recherche de financement pour tout ce qui relève des changements de pratiques, et puis des temps qui seront organisés à la fois rencontres techniques et visites, puisque l'idée c'est vraiment que ce projet, tout au long de son déploiement, permette d'avoir connaissance de démarches, de travaux qui peuvent éclairer les pratiques. Ou, eh bien, vous l'avez compris, c'est l'objet même de l'appel à manifestation d'intérêt. Avec les membres de l'ARB, l'idée c'était de se dire que pour déterminer le collectif, il fallait effectivement partir d'une démarche volontaire. Donc, un collectif situé en plaine agricole avec qui déployer cette expérimentation. Sur une zone géographique qui soit représentative des grandes plaines agricoles régionales. Et un secteur suffisamment vaste, hein, donc là on a mis plusieurs centaines d'hectares avec une grande proportion d'agriculteurs volontaires. Donc ça, ce sont les éléments qui doivent pouvoir permettre de déterminer le collectif qui correspondrait aux attentes. L'autre question à se poser, c'est évidemment du fait de la diversité des démarches, des outils qui peuvent exister, la plus-value qu'a ce projet par rapport aux dispositifs existants. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la convergence avec
justement ces différents outils qui existent, qu'ils relèvent du champ agricole ou du champ naturaliste. C'est également à travers la recherche de mise en place d'une caisse de sécurisation une démarche innovante, puisqu'il n'y a pas d'existant sur ce volet-là. Et puis une approche différente parce que à la croisée de thématiques diversifiées sur un même territoire, on a parlé d'impacts agronomiques, économiques et environnementaux. C'est aussi le volet travail sur les attentes sociales, le partage d'expériences, le travail avec les riverains, et puis le fait que ce projet associera évidemment les partenaires locaux. Donc voilà, c'est un petit peu la particularité, si vous voulez, du collectif de l'agence, avec la diversité de ses membres que l'on souhaite pouvoir déployer à travers ce projet. Les moyens et le calendrier. Donc le financement, vous l'avez vu dans le descriptif de l'AMI, on a obtenu la validation d'un financement de l'animation du projet via un projet européen LIFE qui s'appelle le LIFE Biodive France. Donc l'animation du projet sur la période sera financée via ce LIFE avec le financement également du conseil régional et puis une part d'autofinancement de la RB. Sur les volets naturalistes et agronomiques, là les financements restent à déterminer et il faudra également qu'on voit comment mobiliser les outils financiers agricoles sur l'accompagnement technique. Donc toute cette part-là va être à travailler. Le calendrier, en mai, le choix du collectif d'agriculteurs et donc du secteur géographique avec lequel on travaillera. Le recrutement de l'animateur ou de l'animatrice se fera à l'automne prochain et donc ce projet sera déployé à partir de la fin d'année jusqu'à fin 2031. L'idée étant d'avoir un pas de temps suffisamment conséquent pour que les résultats qu'on obtienne ne soient pas soumis à questionnement, mais est permis d'avoir une visibilité suffisamment fine. Comme on veut en faire un travail, un projet reproductible et éclairant, c'est tout l'intérêt de cette durée conséquente. Alors, comment candidater, vous l'avez vu dans les grandes lignes, jusqu'au 31 mars 2024. Les informations ont été listées dans le document de présentation. On a besoin évidemment d'avoir les contacts des personnes référentes, la liste des communes concernées, la zone géographique proposée, et puis bien sûr une description succincte. On a demandé juste une page, mais qui permette d'avoir notamment le descriptif sur les travaux en cours, la motivation pour ce projet. Et donc le choix sera opéré en mai du collectif retenu. Donc, on en vient au cœur de la discussion avec vous tous. Et là, je vous incite vraiment, alors on n'est pas très nombreux, mais quand même le chat va être facilitant et puis on vous donnera la parole plus précisément si vous voulez aller plus avant dans vos questionnements. On a déjà eu des questions, évidemment. Donc, un collectif, c'est combien d'agriculteurs ? Donc j'avais répondu non à la question qui était est-ce que 2 agriculteurs c'est un collectif. On voit bien que pour avoir des résultats qui puissent être considérés comme des résultats de référence, 2 agriculteurs c'est pas envisageable. Donc ça c'est une discussion à avoir avec vous, mais l'idée c'est évidemment d'avoir suffisamment d'agriculteurs pour que ça puisse servir de référence. Qu'est-ce qui définit un groupement d'agriculteurs? Ça peut être quelque chose qui est déjà constitué. Il y a plein de groupements qui existent. Ça peut être un GI2E, ça peut être une CUMA, etc. Mais ça peut être aussi un groupement qui se crée pour ce projet. Donc, il n'y a pas besoin d'une antériorité. Quelle surface cela doit-il représenter? Je vous disais tout à l'heure qu'en théorie, dans les échanges qu'on a eus au sein du groupe de travail actuel, on s'était dit il faudrait que ça fasse au moins 1000 hectares, il faut que ce soit une superficie suffisamment représentative, mais ça aussi c'est à discuter avec vous tous. Doit-il y avoir une continuité territoriale de toutes les exploitations du groupement? Le plus possible, parce qu'à l'évidence, si on a des pastilles, des parcelles éparpillées dans un territoire, notamment sur l'utilisation des produits phytosanitaires, les inventaires naturalistes qui pourront être faits, on voit bien que le reste du territoire non concerné par le projet aura un impact sur les résultats. L'idée, c'est que ce soit le plus resserré possible et effectivement qu'il y ait cette continuité la plus dense possible. Un groupe d'agriculteurs bio pourrait-il candidater?
Donc ça, c'est une autre question qui nous a été posée. Il peut y avoir évidemment des agriculteurs bio dans le collectif. En revanche, vu qu'un des axes de travail consiste à travailler sur la réduction des produits phytosanitaires, un groupe seul d'agriculteurs bio, ça n'est pas possible. Donc l'idée, c'est vraiment de repartir de cette présentation et des questionnements qui ont déjà été les vôtres et d'aller plus avant. Donc je vous invite, je vois qu'on n'est pas très nombreux quand même, je vous invite à prendre la parole. C'est probablement le plus simple, sauf à ce que vous ayez déjà partagé des choses dans le chat. Et auquel cas, c'est Benjamin qui nous les relaiera. Non, il n'y a rien eu dans le chat. Ok. Alors Chloé, Chloé Ziderski, je vois que vous avez retiré votre micro, donc on vous écoute. J'avais pas retiré mon micro, j'ai mis ma caméra histoire de se voir, c'est quand même plus agréable. Oui, c'est gentil parce qu'on voit personne d'autre. Non, je me posais la question, est-ce que vous attendez un dossier porté par une structure ou ça peut être un groupe de structures partenaires qui voilà, répondent à l'AMI? Alors, un groupe de structures partenaires, vous pouvez préciser un petit peu? Bah, je sais pas, enfin, par exemple, enfin, je dis ça un peu comme ça parce que j'ai pas du tout fait de discussion en avant avec d'autres partenaires, mais je sais pas, une chambre, une asso, biocentre, j'en sais rien. Enfin, si on avait un projet construit à plusieurs, enfin voilà, j'aimerais un peu connaître ce que vous attendez en fait D'accord. de ce qu'on peut proposer, où chacun émarge un peu sur des propositions et au final ça fera un collectif à la fin par rapport à des réponses plutôt individuelles. C'est un peu la question que je me pose. Il n'y a pas de contre-indication à un groupement tel que vous le décrivez. Ce qui compte en revanche, c'est qu'il y ait un vrai partage du projet et une vision commune à l'ensemble des structures qui constituent ce groupement. Je pense que c'est là l'écueil à éviter, c'est que du coup, le fait de la diversité des membres constitutifs du groupement, qu'il y ait des visions qui ne soient pas tout à fait les mêmes. Mais s'il y a volonté de travailler ensemble et que les structures en question se retrouvent dans le fait de cette expérimentation, je vois pas de contre-indication. Il y a un territoire, s'il y a un groupement d'agriculteurs sur un territoire qui connaît déjà une co-animation ou un co-conseil avec plusieurs structures qui du coup sont déjà bien identifiées par les agriculteurs et que c'est un travail qui, qui, qui est connu et qui est fréquent, régulier, les structures peuvent s'associer, répondre au projet. Enfin, c'est pertinent via l'historique du territoire qui connaît déjà toutes ces structures. Bonjour, Jean-Dominique Gillet, directeur adjoint de la Chambre d'agriculture du Cher. Alors, je suis désolé, je peux pas me mettre en caméra parce que j'ai un problème de connexion, je suis sur mon téléphone. Comment vous allez faire votre choix, parce que vous allez peut-être avoir plusieurs candidatures. Quels vont être vos critères de choix, parce que si c'est simplement sur la base d'une page d'un dossier, et c'est très bien parce que ça nous évite d'avoir des tonnes et des tonnes de choses à vous donner. Mais néanmoins, on va tous se retrouver avec éventuellement un collectif d'agriculteurs, éventuellement plus ou moins avec des continuités territoriales, comme vous l'avez précisé, une surface, etc. Comment vous allez faire ce choix-là? Alors, très bonne question. On va commencer par avoir un échange complémentaire avec vous. Vous l'avez dit, l'idée c'était pas de vous surcharger par rapport à un dossier pléthorique, mais l'idée c'est d'avoir un entretien complémentaire sur la base de la candidature que vous aurez déposée pour aller plus avant dans la motivation, les attendus, la constitution du groupe. Et puis, la question de la composante géographique est importante également. L'idée, c'est, vous l'avez vu dans le dossier, un secteur représentatif des composantes des grandes plaines agricoles du territoire régional. Donc ça, c'est un autre volet. Donc il va y avoir ce temps complémentaire, cette discussion qu'on vous soumettra en amont
de façon à ce que la discussion, vous ayez pu y réfléchir. Mais il y aura ce volet-là. Et c'est sur cette base-là, du territoire, de la motivation, de la composition du collectif, hein, que la décision sera prise par le groupe de travail existant. D'accord. Il y a une main levée, Madame Oui. Grillon. Oui, Blandine Grillon. Oui, bonjour à tout le monde. Donc moi là, je suis aussi les oreilles du CIVAM du Carroir qui est basé à Châteauroux et d'Indre Nature, parce on travaille ensemble sur des diagnostics de biodiversité dans les exploitations agricoles du secteur qui sont justement localisées en Champagne-Berrichonne, donc en plein dans un territoire qui pourrait répondre à cet appel. Par contre, ma question, c'est la continuité territoriale, parce que si on n'a pas une continuité territoriale suffisante, c'est-à-dire des agriculteurs qui sont quasiment côte à côte, ça va prendre du temps d'essayer de convaincre ceux qui sont logés dans les interstices des exploitations qui seraient potentiellement intéressés. Et c'est pas simple enfin moi enfin, pour répondre avant le 31 mars, parce que là, moi, je vois bien, il y a des agriculteurs. On va présenter ce projet au groupe d'agriculteurs, justement, avec qui on travaille sur la biodiversité. Je les localise, ils sont assez, enfin, ils forment pas un territoire de continuité. Comment faire quand on a voilà, des exploitations trop éloignées avec une ou deux ou trois exploitations entre et qu'on connaît pas du tout, dont on connaît pas les exploitants et voilà, est-ce que ça se fait pas tout de suite d'office hors jeu si on a un territoire qui n'est pas assez comment dire Continue. les exploitations sont pas assez proches les unes des autres. Ben, je crois que ça répond pour partie à la question précédente de Jean-Dominique Gillet. Parmi les critères de choix, effectivement, cet élément-là, il est au cœur des éléments de choix parce que le défaut de continuité territoriale, ça c'est un point sur lequel on a échangé à plusieurs reprises avec les collègues du groupe de travail. C'est un critère qui pourrait faire perdre son intérêt à la démarche si jamais on n'y arrive pas. Alors, je comprends dans la question, est-ce qu'on aurait du temps supplémentaire pour pouvoir assurer cette continuité? Le problème, c'est que c'est pas garanti de succès. C'est-à-dire une candidature qui fait ce constat en disant bah, il va falloir qu'on fasse une approche auprès des deux exploitants qui constituent une interruption géographique, là, dont les exploitations constituent une rupture géographique. Ça, c'est ennuyeux. Donc oui, je vais dans le même sens. Ça risque d'être un élément défavorable et du coup qui soit pas en faveur que le projet soit retenu. Okay. Autre, pardon, je vais pas lever la main, mais encore une fois, je suis un peu embêté avec mon téléphone. Autre question. Imaginons effectivement, parce que nous, on a un projet en Champagne-Berrichonne sur une aire d'alimentation de captage. Imaginons qu'on ait ce collectif d'agriculteurs, très bien. Continuité territoriale, très bien. Est-ce qu'on pourrait réintroduire dans ce collectif une autre ferme qui ne serait pas forcément sur le même territoire, mais qui aurait force de démonstration, parce que c'est une ferme pilote, parce qu'il y a des choses qui ont déjà été mises en place, qui viendraient renforcer, je dirais, les références, qui viendraient renforcer la démarche, qui viendraient renforcer l'esprit de démonstration, comme étant une ferme un peu type qui viendrait alimenter la réflexion du collectif d'agriculteurs constitué. Je ne sais pas si je suis clair dans mon approche. Si, je pense avoir bien compris. Du coup, cette ferme, pour le coup, elle n'est pas dans la continuité géographique de l'espace de l'aire d'alimentation de captage, mais elle a c'est ça? vocation,
Voilà, c'est ça. Mais elle a vocation, par contre, à être une ferme pilote, une ferme de démonstration, une ferme sur laquelle il y a déjà des références qui ont été acquises, et qui viennent renforcer effectivement la démarche du collectif. Est-ce que parmi les collègues, quelqu'un souhaiterait faire une réponse? Bon, Euh, c'est très spécifique, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'une réponse tout de suite. Mais... ouais. Mais je Qui a pense, si je qui a discuté avec vous? Oui, vas-y, Benjamin. Non, je voulais, enfin, je voulais juste donner mon impression. Aujourd'hui, le suivi, c'est sur une zone, mais effectivement, les expertises peuvent venir derrière, d'ailleurs pour venir enrichir et Ouais, effectivement, ce rôle du démonstrateur, il est tout à fait pertinent. Il est envisagé, mais là, toutes les modalités restent à construire, de pouvoir s'appuyer ouais, effectivement sur du partage d'expériences d'accord. bien au-delà de la zone, avec du conseil aussi qui peut venir bien au-delà. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'alimenter D'accord. la zone pour mettre en place sur la zone et suivre l'impact sur la zone. Mais après, tout ce qui va venir D'accord. alimenter, pour moi, est plutôt positif. Oui, oui, c'est pas une, il y a pas une grosse distance entre les deux. D'accord. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole pour le moment. Moi, je veux bien que vous La me démarche, donniez pardon. votre sentiment Et monsieur- sur la surface, parce que je vous disais qu'au sein du groupe de travail, on s'était donné comme enveloppe Bah, minimum à peu près 1000 hectares, mais votre ressenti à vous tous peut être intéressant. Donc, si vous avez des suggestions. enfin, je reprends la parole, je suis désolé. Je dirais que c'est pas tant, moi, la surface qui m'importe. C'est effectivement plutôt le nombre d'acteurs concernés. Et je pense que la pertinence du dossier, c'est le nombre d'acteurs qui seront autour de la table. Euh, bon, alors si vous partez sur des grandes plaines type Champagne-Berrichonne, vous avez très vite une moyenne à 150 hectares d'exploitation. Si vous avez 5 agriculteurs, vous voyez, vous êtes entre 750 et 1000 hectares assez facilement. Mais c'est pas tant la surface qui est importante, c'est plutôt pour moi le nombre d'acteurs, parce qu'en plus si vous avez un volet sociétal ou social, bah forcément chaque agriculteur va réagir différemment dans sa prise de décision, dans sa prise de pratique, et c'est surtout cette richesse-là qui est intéressante plutôt que le nombre d'hectares sur lesquels vont être déployés les IE. Alors néanmoins, d'avoir quand même une surface représentative permet de déployer un certain nombre de leviers. Mais j'aurais quand même une préférence moi sur le nombre d'acteurs. Alors on ne pourra pas non plus en mobiliser 36 000, et notamment si en plus il nous faut une continuité territoriale, c'est là où ça va être un peu compliqué. Mais encore une fois, c'est pas tant la surface mais qui est un critère fondamental. Mais Ok. ce n'est bien sûr qu'un avis. Ce n'est qu'un avis. Mhm. Il y a une demande de prise de parole de Priscille pour la DR 28 Oui, et bonjour. ensuite Aude. Je m'interroge sur les financements et vous dites que les suivis naturalistes et agronomiques sont pas encore enfin qu'il n'y a pas de financement pour l'instant. Est-ce que vous avez une idée de comment ce sera financé et sur quelle échéance? Parce que nous, enfin, on pourrait répondre à cet appel, enfin, cet AMI, mais on n'a pas les compétences techniques et agronomiques pour pouvoir effectuer ce suivi. Alors tout ce volet-là, il est à travailler avec les membres. Donc non, justement, je ne peux pas vous donner la réponse. J'ai bien conscience que c'est pas nécessairement confortable. Ce que je sais, c'est que dans le groupe de travail et avec les différents outils financiers des uns et des autres, on a déjà la visibilité sur le fait qu'on pourra mobiliser des moyens, mais les choses ne sont pas engagées. Il n'y a pas de certitude absolue, mais les collègues des différentes instances qui sont dans le tour de table euh, perçoivent des possibilités sur les différents volets. Donc ça fait partie des choses qui vont être à définir plus précisément avant le lancement effectif, donc dans le courant de l'année. De façon à ce que cette composante essentielle, hein, on est bien d'accord, hein, s'il n'y a pas tout ce suivi, évidemment, le projet, il perd de son sens. On avait envisagé d'avoir des financements plus conséquents de l'Europe, mais
les arbitrages se sont faits autrement. Donc, il faut vraiment qu'on s'appuie sur ce qui existe en région. Mais sur un pas de temps comme celui-là, a priori, on devrait pouvoir y arriver. Alors là, pour le coup, j'ai levé la main. Oui, il y avait juste Aude Bourron avant vous, Ah, excusez-moi. pardon. Non, excusez-moi, parce que comme je ne vois rien, Pas je de ne vous souci. entends, je ne vous vois pas. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je voulais rebondir sur l'histoire de la surface, parce qu'en fait, tout va dépendre de ce qu'on veut aussi démontrer par rapport à la biodiversité et aux aménagements d'infrastructures agroécologiques. Si on a le souhait d'étudier l'impact sur la biodiversité à l'échelle micro, on n'a peut-être en effet pas forcément besoin d'une grande surface et d'un nombre d'agriculteurs du coup un peu plus limité. Par contre, si on veut avoir l'impact éventuellement d'effets corridors, du déplacement de la faune, etc., on va peut-être être un peu limité si on reste sur 1000 hectares, quoi. Voilà. Merci. Je suis effectivement tout à fait d'accord. Encore une fois, c'est la capacité qu'on aura à mobiliser des agriculteurs et notamment avec une continuité territoriale. Et en fait, c'est là la limite après. Après, on a peut-être la possibilité aussi d'avoir un territoire composé de plusieurs exploitations agricoles, mais avec un contexte où on n'a peut-être pas forcément le besoin d'avoir tous les agriculteurs mobilisés sur ce territoire-là en fonction des aménagements déjà existants, des infrastructures déjà existantes sur un territoire. Ça peut être aussi une option d'avoir, je sais pas, un territoire de 15-20 000 hectares, mais avec une mobilisation d'un certain pourcentage d'agriculteurs sur le territoire, peut-être pas forcément tous, quoi. Ouais. Après, oui. Bon. Moi, je voulais juste revenir. Quel sera le rôle de parce que vous avez dit que vous allez avoir un animateur régional qui va être recruté, très bien. Lui, il a des financements, tant mieux. Quel est son rôle? Puisque une structure qui va se porter candidate va forcément vouloir aussi animer ce collectif, en allant chercher elle-même éventuellement d'autres financements pour sa propre animation. Et du coup, quel est le rôle de l'animateur régional? Alors, vous l'avez perçu, hein, je ne suis pas nécessairement rentrée dans le détail, mais ce projet, il a été intégré dans le LIFE Biodiv France, qui est porté par l'Office français de la biodiversité, qui est un très gros projet européen avec différents volets. Et l'animateur aura donc ce rôle de référent par rapport au projet développé. Il sera également celui qui reviendra régulièrement vers les agriculteurs impliqués de façon à voir l'évolution sur leur ferme. Il sera également, il ou elle, sera la personne qui mettra en place tout le volet animation avec les rencontres proposées, les interventions ou d'autres agriculteurs, un peu dans le sens de ce que vous disiez, Monsieur Gillet, hein, de fermes référentes qui peuvent partager leur retour d'expérience, mais aussi de travaux de recherche qui auraient pu être conduits à droite ou à gauche. On a bien entendu le retour que nous a fait un collègue qui avait participé aux travaux conduits en Nouvelle-Aquitaine sur le CNRS de Chizé, du fait que le suivi et les échanges non réguliers avec les agriculteurs engagés étaient vraiment un des éléments qui pouvait fragiliser la démarche. Et donc l'idée, c'est que cet animateur ou cette animatrice joue ce rôle auprès des agriculteurs engagés dans la démarche. Donc un rôle de pilotage du projet, un rôle de référent vis-à-vis du Live Biodiv France, un rôle d'animation, de proposition de l'ensemble des animations qui seront proposées, un rôle de recherche de financement, puisque sur une telle durée, à l'évidence, on ne pourra pas s'appuyer sur un dispositif financier valable jusqu'en 2031. Voilà les principaux axes de travail de cet animateur ou cette animatrice. Aujourd'hui, on n'a pas, nous, la capacité au sein de l'équipe à l'ARB de porter et de piloter le projet. Mais donc, du coup, il faudrait qu'il y ait quand même une coordination assez fine avec l'animateur ou les animateurs des structures qui vont porter aussi ce projet-là.
Tout à fait. Donc ça Oui. signifie la mise en place de ce qu'on va appeler une gouvernance et puis des modalités de travail régulières avec les référents, les partenaires locaux, tout à fait. Oui, ça aussi, c'est évident. Je vois Guillaume Ouivet, oui. Oui, bonjour. J'aimerais qu'on revienne sur la notion de caisse de sécurisation, parce que c'est un volet un petit peu innovant dans ce projet-là. Et qu'est-ce qu'on entend réellement par caisse de sécurisation et quel financement on envisage? Parce que souvent, on a du financement pour de l'animation de projet, dans ce qu'on peut trouver, mais j'ai jamais vu encore d'outils de financement de caisse de sécurisation, que ce soit en région ou dans les autres appels à projets. Donc j'aurais aimé qu'on revienne là-dessus sur qu'est-ce qu'on entend par une caisse de sécurisation et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme financement autour de ça. Mhm. Alors, les membres de l'ARB ont trouvé très intéressante la démarche développée en Vénétie, donc sur le nord de l'Italie, avec ce principe d'assurance, hein, finalement, c'était ça. Un principe d'assurance, donc on a parlé de caisse de sécurisation, et le fonctionnement en était le suivant. Considérant qu'il y avait des difficultés d'attaque selon un pas de temps qui était imprévisible sur les cultures, ils ont mis en place un système de caisse commune, donc basé uniquement sur les cotisations des agriculteurs, pour qu'il y ait compensation en cas de perte de revenus. On ne parle pas de perte de rendement, on parle de perte de revenus, puisque la composante du projet était de réduire l'usage des produits phytosanitaires et d'autres produits de traitement, et donc qui générait une baisse de coûts pour les fermes engagées dans la démarche. Et donc il y avait une cotisation. Donc il se trouve que ce système a très bien fonctionné en Vénétie, donc sur cette zone de maïs, puisque la caisse a été positive. L'idée, c'est de faire un benchmark sur des démarches telles que celle-là, parce que c'est celle-ci qui nous a servi de référence au moment où on a réfléchi avec les membres. Mais l'idée, c'est de faire un tour d'horizon de démarches qui auraient pu être mises en place. Je suis d'accord avec vous, on a plus entendu des démarches avec des dotations financières mises dans des caisses pour le démarrage. Or là, en Italie du Nord, c'est uniquement une cotisation des agriculteurs qui a servi de financement et qui s'est trouvé être avec un résultat très positif puisque les besoins de compensation financière ont été largement inférieurs à ce qui avait été versé par les uns et les autres. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un tour d'horizon autour de ça. À noter que la réflexion qu'on a initiée a apporté une proposition de collègues en Occitanie qui veulent s'appuyer sur le benchmark qu'on réalisera et ce qu'on pourra mettre en place pour pouvoir avoir une démarche similaire et implanter un projet de même nature, toujours dans le cadre du LIFE Biodiv France, donc en Occitanie. Merci. Je vois Benjamin, il y a une prise de parole. Non, un problème de connexion. Ah, un problème de connexion, pardon. Oui, c'est un problème technique sur le son. Faut pas hésiter à aller dans la roue dentée en haut à droite pour sélectionner la bonne sortie de son. Souvent, c'est un problème de sortie. Oui, Pierre. Non, enfin, c'était par rapport à tout ce qui a été dit. Je pense que ce qui est important dans le live, c'est que tout n'est pas ficelé. Et c'est aussi un projet un peu, on va dire, collégial où chacun va venir apporter un peu sa pierre. On voit bien que on n'arrive pas à des réponses, avec des réponses, on va dire, à toutes les actions envisagées. Tout ce qui a été évoqué, ça peut faire peur, effectivement, les réponses qui ont été apportées. Néanmoins, c'est ce qui différencie aussi un peu ce concept de live, c'est-à-dire que le live apporte effectivement des financements en termes d'animation. À nous après, et c'est là où l'aventure humaine est intéressante, c'est que dans le collectif de travail, effectivement, on envisage, on va dire aussi bien, on va dire
des associations de protection de la nature, mais pas que. C'est un travail de territoire. On prendra effectivement toutes les bonnes expériences, tout ce qui a été dit tout à l'heure sur, on va dire, un territoire avec à proximité une ferme qui pourrait. Oui, au contraire, je pense que c'est quelque chose qui. Enfin, il faut rien écarter à partir du moment où on a quelque chose à en tirer. Vraiment, le projet de Life fait toujours peur au départ, hein, quels que soient les Life. Parce que voilà, parce que on a des grandes ambitions, mais rien n'est ficelé et tout reste à faire. Voilà, donc Catherine l'a dit, effectivement, le rôle de l'animateur sera central, mais pas que. Et son travail, justement, sera de fédérer, de construire effectivement une gouvernance, ça c'est important. Ce sera certainement le premier travail. Et vraiment, voilà, ce qu'on recherchera surtout ici, sur le territoire, c'est une volonté, effectivement, d'avoir une réflexion collective sur le sujet. Et après, on essaiera de construire ensemble, quoi. Je pense que le plus dur reste à venir, mais quelque part, c'est un peu ça. Merci Pierre. Je vois Anne Brunet. Oui, bonjour à tous. Anne Brunet de la Chambre régionale d'agriculture. Je voulais juste apporter un complément là par rapport à la question tout à l'heure sur les financements. Enfin, c'est vrai qu'on a eu l'occasion un peu d'en discuter dans le collectif de travail. Donc voilà, c'est à creuser. Bon, il y a des dispositifs, enfin, ne serait-ce que des dispositifs régionaux qui sont dédiés à l'innovation et qui sont axés prioritairement sur l'agroécologie, dont préservation de la biodiversité. Donc je pense, alors il y a le partenariat européen pour l'innovation, donc qui est plus pour des projets avec des consortiums un petit peu importants. Il y a aussi alors c'est plus vraiment un appel à projet, parce que maintenant c'est un dispositif qui est ouvert un peu en continu, qui s'appelle le dispositif régional développer l'innovation en agriculture. Voilà, qui sont des dispositifs qui peuvent en plus en termes de date pas trop mal coller. Donc là je parle que de dispositifs régionaux. Après il y a aussi d'autres dispositifs. Fonds CASDAR, j'allais dire fonds Ecophyto, faut peut-être pas trop s'avancer vu la situation en ce moment, mais voilà, en tout cas il y a éventuellement plusieurs pistes à explorer, donc je pense qu'on peut sans trop de difficultés trouver des financements, en tout cas voilà, pour ce type de projet là, quoi. Après évidemment, par rapport à la question de tout à l'heure, s'il y a si la structure a les compétences ou pas, s'il faut s'associer à un partenaire, s'il faut prendre un prestataire, ça peut être des montages qui sont un petit peu différents, mais bon, en tout cas, je pense qu'on a des solutions de financement possibles en région. Merci. Sur les aspects financiers, une composante sur laquelle il faudra réfléchir, c'est notamment le rôle des collectivités locales et des plans alimentaires territoriaux. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui, ils ne sont pas autour de la table parce que tout dépendra du secteur géographique, mais c'est aussi un partenaire avec qui il faudra travailler parce que voilà, ils peuvent avoir des leviers. Donc voilà, c'était juste pour rajouter ce point-là. Il n'y a pas de demande de prise de parole complémentaire pour le moment. Est-ce qu'on a fait le tour des précisions dont vous aviez besoin? Au besoin, la réunion, on le rappelle, est enregistrée et donc vous pourrez, je vois peut-être Benjamin, tu pourras préciser ça à la personne là qui n'arrive pas à nous écouter, qu'il retrouvera l'enregistrement de la vidéo. Enfin, on peut la lui envoyer s'il la demande. Et comme ça, après, il pourra nous poser ses questions dans un autre moment, quoi. Voilà, si jamais. Est-ce qu'il y avait d'autres points de questionnement ou de précision dont vous aviez besoin? Je peux vous préciser qu'on reste à votre écoute s'il y a des points complémentaires dans le courant du mois, à la fin du mois de février, là, début mars. N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Et puis, vous nous déposez les candidatures d'ici la fin du mois de mars et on reviendra vers l'ensemble des structures qui auront fait ces dépôts de façon à avoir cet entretien complémentaire pour affiner les choses, être sûr qu'on a une bonne compréhension respective des choses et pouvoir prendre une décision avec le collectif et vous faire un retour au mois de mai.
Petite précision, le webinaire ne sera peut-être pas mis sur le portail, mais envoyé par mail à ceux qui en font la demande. Oui, enfin, je sais pas On si sait c'est. pas encore. Est-ce que c'est opportun de le mettre sur le portail de la biodiversité? Je sais pas, parce que c'est pas quelque chose qui est très ouvert. Donc, c'est peut-être plus simple de le mettre sur le portail, effectivement. Je pensais le mettre sur la page de l'AMI. Oui, Voilà, bonne quand les idée. gens aient le lien directement. Oui. Ouais. Bon, on fera ça, ce sera plus simple, comme ça on donnera le lien et puis on pourra répondre aux questions complémentaires. C'est bon pour vous? Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Bonne journée à tous et puis à votre écoute si besoin avant le dépôt des candidatures. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir.